Tes parents, ils tenaient vraiment à ta vie? Ma mère, elle, faisait payer 50 000 $ à des types friqués pour qu'ils me chassent dans les bois, armes à la main. J'avais 13 ans la première fois qu'elle m'a emmenée sur le terrain. Elle m'avait dit qu'on allait camper, mais j'aurais dû flairer l'entourloupe quand elle m'a fait enfiler des fringues en lambeaux et m'a piqué mes chaussures. Tu vas courir à travers ces arbres jusqu'à ce que le monsieur t'attrape. Elle a expliqué en désignant un type qui préparait une arbalète. Si tu atteins la route avant la nuit, on rafle la mise. Si t'es trop lente, pas d'argent. Tu piges? Au début, j'ai cru à une sale blague. Jusqu'à ce qu'elle me pousse vers la lisière et que le gars commence à décompter à partir de 10. Cette première chasse, je l'ai passée à filer à l'aveuglette à travers les branches qui m'ouvraient les pieds, des flèches sifflantes à mes oreilles. Je me suis planquée 3 heures dans un tronc creux, à l'entendre piétiner partout en m'appelant « petit lapin » jusqu'à ce que le chrono sonne. Maman a encaissé l'argent, m'a félicité, mais a ajouté « La prochaine fois, il faudrait mettre un peu plus de piment. Donne-leur une vraie traque, qu'ils aient l'impression de s'être battus pour leur fric. » Sur le chemin du retour, elle s'est arrêtée au McDo comme si on rentrait d'un match de foot, pas comme si j'avais risqué ma peau pour de l'argent. Les chasses sont vite devenues mensuelles. À chaque fois, des hommes différents, des armes différentes, des règles qui changeaient. Certains avaient des fusils, d'autres des arcs, parfois juste des couteaux et leurs mains. Maman me préparait comme un coach sportif. Elle m'apprenait à zigzaguer, à brouiller mes traces, à me camoufler avec de la boue, à retenir ma respiration. Elle achetait des bouquins sur les techniques d'évasion militaire et me les faisait réciter par cœur. « Morte, tu ne me sers à rien », répétait-elle en dessinant des plans d'évasion. « Alors ne fais pas d'idiotie. » J'ai tenté de me barrer après la 4e chasse, mais elle avait tout prévu. Elle m'a montré des photos volées de moi, recadrées pour être compromettantes. « Si je balance ça à la police en disant que t'es une fugueuse qui se prostitue, tu sais où tu finis? Direct ici, mais cette fois, sans la traque, juste vendue au plus offrant. » J'ai essayé de me confier à une prof, mais ma mère avait déjà raconté partout que j'étais une mythomane avec des délires violents. Elle m'avait même collé une psy qui notait gentiment mes fantasmes de fillette pourchassée. Personne ne voulait croire la vérité. L'histoire officielle était trop bien ficelée. À la 8e chasse, j'étais devenue une vraie pro de la survie. Je savais quels arbres grimper, où marcher sans laisser de traces, comment masquer mon odeur avec l'eau du ruisseau. J'ai pété la cheville d'un type en l'attirant dans un vieux piège à ours que j'avais retendu. Un autre s'est tiré une balle dans le pied parce que j'étais revenue en arrière sur mes pas. Maman a alors augmenté le tarif, vendant la proie expérimentée, me présentant comme un vrai challenge. Elle a acheté des caméras à vision nocturne pour organiser des chasses de nuit. La 10e fois, j'ai failli y rester. Le type était un militaire aguerri. Il m'a attrapée en moins d'1 heure. Si j'ai survécu, c'est parce que j'ai fait la morte après qu'il m'a étranglée jusqu'à l'évanouissement. La 11e, c'était un vieux banquier au cœur fragile. Ça aurait dû être facile, mais il avait ses propres règles. Il ne voulait pas m'attraper, juste me blesser et me regarder ramper. J'ai encore la cicatrice de sa flèche dans le mollet. Après ça, j'ai dit à maman que c'était fini, qu'elle n'avait qu'à me tuer elle-même. Elle a rigolé et m'a sorti la prochaine réservation. Le mois prochain, c'est spécial, ma chérie. Chasse en équipe. 5 hommes, plusieurs armes et la dernière fille debout. Elle avait trouvé une autre gamine à faire chasser avec moi. Soit vous vous en sortez toutes les deux, soit aucune. Cette fois, ils veulent du sang. Elle m'a montré la photo de l'autre fille, à peine 11 ans, clairement une gamine piégée dans un trafic. Ma mère s'était associée à encore plus pourri qu'elle. Le business tournait à plein régime. Je me suis mise à préparer ma fuite. Pendant les courses, je piquais de la corde, du fil de pêche, des lames. J'explorais la forêt pour repérer de nouvelles planques et j'essayais quelles plantes pouvaient servir de poison pour les pointes. Je n'avais plus l'intention de juste courir. Le matin de la 13e chasse, maman m'a emmenée en repérage sur le terrain. Au lieu de ça, j'ai installé mes pièges. Du fil de pêche à hauteur de gorge, des branches taillées en pieux. Maman, trop absorbée par son téléphone à compter l'oseille, n'a rien capté. L'autre fille est arrivée au crépuscule, terrorisée, pendant que son accompagnateur marchandait avec ma mère. J'ai tenté de croiser son regard, mais elle était tétanisée. Maman nous a fait nous déshabiller, enfiler des robes blanches identiques pour qu'on soit bien visible, puis elle nous a alignés pour la sélection. 5 types, 5 armes, qui se passaient une bouteille de whisky en misant sur qui aurait quelle fille en premier. Celui avec l'arc à poulies n'arrêtait pas de reluquer la plus jeune en se léchant les lèvres. J'ai imprimé chaque visage, chaque arme dans ma tête. Quand maman est arrivée au bout de son compte à rebours, j'ai attrapé la main de l'autre et soufflé. « Suis-moi si tu veux vivre ». La corne a retenti et on s'est jeté dans l'obscurité. Derrière nous, on entendait les armes qu'on armait, les hommes qui beuglaient comme lors d'un safari. Devant, 5 km² de forêt que je connaissais par cœur. Pour la première fois en 13 chasses, je n'étais plus la proie, mais carrément le comité d'accueil. J'ai serré 3 fois la main d'Arabella. Elle a sursauté comme si je l'avais électrocutée, mais elle m'a suivi quand j'ai tiré à gauche vers le ruisseau. Sa main, moite de peur, me glissait sans arrêt entre les doigts. Derrière, des bottes écrasaient les feuilles et quelqu'un armait son fusil. Je l'ai plaqué derrière un gros chêne, le dos collé à l'écorce, le cœur prêt à exploser de trouille. 20 mètres plus loin,
Mon premier piège nous attendait. Il fallait atteindre la zone avant qu'il ne se disperse. J'ai compté jusqu'à 3 et entraîné Arabella dans une course folle. Elle s'est pris une racine et a failli tomber, mais je l'ai remise d'aplomb sans ralentir. Dans la nuit, le fil de pêche tendu entre les arbres était totalement invisible. Je me suis laissé tomber à genoux, entraînant Arabella avec moi juste à temps alors que des pas résonnèrent derrière nous. Le chasseur s'est pris le fil en pleine gorge, s'étouffant et pestant en s'écroulant, son fusil projeté dans les feuilles. On a rampé jusqu'à la berge du ruisseau pendant qu'il roulait par terre, suffocant. La boue glaciale et épaisse au bord de l'eau me glaçait les mains, mais j'en ai ramassé à pleine poignée pour en enduire la robe blanche d'Arabella. Elle tremblait tellement que ses dents claquaient. La boue masquait le tissu clair. J'en ai mis sur ses bras, sur son visage. Ses paumes étaient déjà en sang à force de l'avoir tirée. J'ai arraché des bandes au bas de ma robe pour lui enrouler les mains au plus vite. 3 règles, ai-je soufflé à son oreille. Reste bien basse, respire par le nez, marche exactement là où je marche. Elle a hoché la tête, mais je voyais qu'elle était tétanisée, incapable de tout saisir. À travers les arbres, j'ai reconnu la voix d'un des chasseurs qu'on avait croisé plus tôt. Trevor annonçait des coordonnées d'un ton posé et pro, comme s'il faisait son boulot habituel. Il avait son arc à poulie et savait vraiment chasser. Rien à voir avec ces types imbibés qui cherchaient juste à tirer sur des gosses. Sa voix se rapprochait à l'est. On rampait, plaqué dans la boue à suivre la berge. Mes doigts ont buté sur le poteau de la première caméra et je me suis redressée juste assez pour l'atteindre. Le support, déjà desserré grâce à ce que j'avais préparé ce matin, a cédé facilement. J'ai incliné la caméra vers le ciel et tartiné l'objectif debout pour créer un angle mort pile vers le tronc creux où j'avais planqué nos réserves. Il faudrait revenir, mais au moins, les caméras ne pourraient pas nous pister jusque-là. Arabella m'a saisi par le bras, paniquée, et m'a montré les faisceaux de lampes qui balayèrent la forêt à une 50aine de mètres. Il fallait filer. Je l'ai tiré vers la partie peu profonde du ruisseau. On a remonté le courant. L'eau était si glacée que j'avais l'impression d'avoir des lames plantées dans les pieds. Après une centaine de mètres, j'ai repéré le vieux chêne tombé, avec le X gravé dans l'écorce. Juste derrière, la souche creuse camouflée sous un tapis de feuilles. J'y avais tout planqué ces dernières semaines. 3 lames de cutter scotchées sur des manches bricolées, de la gaze récupérée dans la trousse de secours de maman, des allumettes emballées dans du plastique. J'ai glissé un des couteaux dans la main d'Arabella. « Tiens-le comme ça », lui ai-je montré, lame pointée vers l'extérieur et le bas. « Tu t'en sers seulement si quelqu'un t'attrape. » Elle pleurait sans bruit, la morve mêlée à la boue sur ses joues. D'un coup, un hurlement a déchiré le silence au sud. Ce n'était pas un cri de colère, mais de vraie douleur. Quelqu'un venait de tomber dans mon piège à pieux. Les branches aiguisées ne tuaient pas, mais traversèrent la botte, le pied, le mollet. Les cris s'enchaînaient et d'autres voix accouraient. « C'est quoi ce bordel ?» a gueulé un type. La gamine a mis des pièges partout. Maintenant, il savait que je ne faisais pas que fuir. La voix de maman a retenti à travers les arbres, ce ton parfaitement maîtrisé qu'elle réservait à tout. Elle était au téléphone, négociant délais et primes comme si elle commandait une pizza. « Oui, les 2 colis sont en jeu », disait-elle. « Tarif premium si c'est fini avant minuit. » Une rage sourde me tordait le ventre au point de me donner la nausée. Je rêvais de lui hurler dessus, mais Arabella avait besoin que je reste lucide. Le ruisseau tournait devant nous. Chaque pierre m'était familière grâce à tous mes repérages. « Tu marches exactement là où je marche », ai-je insisté à voix basse. Première pierre, stable. Deuxième, à éviter si on ne veut pas finir à l'eau. Troisième, saute la 4e, pied gauche sur la 5e. Arabella a suivi à la perfection malgré ses tremblements. L'eau couvrait notre souffle et effaçait notre odeur. Plus haut, à 200 mètres environ, il y avait le local technique. Si on restait dans l'eau, on pouvait y arriver. Derrière nous, les cris redoublaient. J'ai reconnu la voix de Trevor, autoritaire. « Silence! Écoutez-moi. Ils sont assez malins pour remonter le ruisseau. Comment maman avait-elle pu trouver des gens prêts à payer pour chasser des enfants? Former sa propre fille à survivre tout en organisant ses chasses, c'était d'une perversité sans nom. Je me demandais si elle avait appris tout ça quelque part ou si elle avait tout inventé pour gagner plus. Vous deux, remontez la rive nord. Nous, on prend le sud. » Son calme me glaçait plus que les hurlements. À l'embranchement du ruisseau, j'ai marqué un temps d'arrêt. À gauche, c'était plus court et je connaissais tous les abris. À droite, c'était plus long, mais on serait bien mieux caché. Arabella, main minuscule et glacée dans la mienne, me faisait une confiance absolue alors qu'on se connaissait à peine. Le choix était évident. On resterait ensemble, coûte que coûte. Je ne la lâcherai pas. On a pris à droite, avançant tout doucement dans l'eau gelée. Arabella a glissé sur une pierre pointue, s'est entaillé le genou assez profondément. Son sang s'est mêlé au courant le temps que je la tire derrière un gros rocher, à l'endroit où la berge tournait. J'ai sorti la gaze de ma poche et serré fort autour de la plaie, tout en lui montrant nos signaux. Une pression pour s'arrêter, 2 pour signaler un danger, 3 pour foncer. Elle a fait 2 pressions, elle avait compris. La blessure n'était pas grave, mais ça saignait assez pour laisser une piste si on n'y prenait pas garde. J'ai mis mes mains en porte-voix et j'ai reproduit ce sifflement que maman m'avait appris pour rendre les chasses plus excitantes. Le son a résonné sur les rochers et les arbres, bien à l'ouest de notre vraie position. 2 chasseurs se sont mis à s'engueuler sur la direction du bruit. Leurs voix rebondissaient dans la forêt, impossible de savoir où ils étaient là vraiment. Mais je savais qu'ils perdraient leur temps de ce côté-là. On a continué à suivre le ruisseau jusqu'à ce que quelque chose attire mon regard, planté dans un tronc, à hauteur d'homme. Une flèche, encore vibrante de l'impact. Elle ne pouvait venir que de Trevor. Elle nous avait rasé d'un cheveu à peine plus tôt. Je l'ai retirée doucement pour ne pas casser la hampe. Une flèche,
c'est une arme. Et une arme, ça peut tout changer. La flèche en fibre de carbone m'avait coûté cher, mais elle était parfaitement équilibrée, avec une pointe large, tranchante comme un rasoir. Et maintenant, elle m'appartenait. À travers les arbres, le grondement sourd du générateur me parvenait. Ce bruit familier que j'avais appris à reconnaître lors de notre promenade du matin. C'est lui qui alimentait toutes les caméras et les lumières que maman avait installées au fil des années. Ce bourdonnement m'a servi de repère pour nous orienter dans le noir et trouver la direction du centre de commande. Si j'arrivais à couper le câble principal, il y aurait bien plus d'angles morts pour qu'on avance sans se faire repérer. On a quitté le ruisseau et j'ai entraîné Arabella, baissée dans les hautes herbes, jusqu'au boîtier électrique. Mes mains étaient engourdies par le froid, mais j'ai tout de même réussi à sortir la lame de cutter pour scier le gros câble qui alimentait les caméras à l'est. La gaine en caoutchouc était coriace. Mes doigts gelés glissaient sans arrêt dessus, mais à force d'acharnement, la lame a fini par entamer le cuivre. Il y a eu des étincelles, et d'un coup, 5 voyants de caméra se sont éteints, créant ce couloir d'ombre dont on avait besoin pour filer vers la clôture nord. Immédiatement, les chasseurs se sont mis à hurler, oubliant toute discrétion. Ils n'avaient pas prévu de rencontrer de résistance et leur façon de communiquer devenait embrouillée, sûrement parce qu'ils étaient frustrés ou avaient trop bu. J'ai compté 4 voix distinctes, ce qui voulait dire qu'un d'eux restait silencieux, peut-être pour tenter de nous prendre à revers. Et ça, c'était encore plus inquiétant que les autres. Derrière un chêne abattu, j'ai repéré une des caméras pièges que maman avait fixées près du sol, pour pouvoir nous filmer lorsqu'on se déplaçait à 4 pattes ou qu'on se cachait. La carte SD était toujours là, je l'ai glissée dans ma poche avec 2 autres ramassées dans le coin, des preuves pour plus tard, si jamais on s'en sortait. Arabella m'a attrapée par la manche et a soufflé ses premiers mots depuis le début de notre fuite. « Ma sœur », a-t-elle murmuré si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre. « Il fera du mal à ma petite sœur si je ne lui rapporte pas d'argent. » Savoir qu'il y avait d'autres vies en jeu m'a glacée. Son surveillant avait une emprise sur elle, comme maman sur moi. On ne courait pas seulement pour notre peau, mais aussi pour des enfants qu'on ne connaissait même pas. J'ai pressé 3 fois sa main, mais cette fois, ça voulait dire « j'ai compris ». On est tombé sur le grand pin que j'avais appris à grimper lors de la 6e chasse. Ses branches commençaient de bas, suffisamment serrées pour qu'on puisse monter vite, même dans l'obscurité. J'ai hissé Arabella la première, puis je l'ai suivie, l'écorce rugueuse m'écorchant les paumes jusqu'au sang. À 6 mètres du sol, on distinguait les faisceaux des lampes torches qui fouillaient la forêt. 3 chasseurs étaient regroupés près du sentier principal, en train de se disputer, pendant qu'une 4e lumière balayait la zone en cercle large. Trevor tentait de nous rabattre comme du gibier, mais je connaissais ces bois mieux que personne, et son plan comportait une faille énorme. J'ai sorti le vieux téléphone jetable retrouvé il y a plusieurs semaines dans la voiture de maman, caché sous le siège conducteur, sûrement prévu pour les urgences, ou des affaires qui devaient rester discrètes. La batterie était presque à plat, mais j'ai réussi à envoyer un texto au 112 avec nos coordonnées. L'écran s'est éteint juste après, mais peut-être que quelqu'un aurait le temps de réagir. On est redescendu prudemment, sans faire de bruit, Arabella mimant le moindre de mes gestes. Les chasseurs se rapprochaient. L'odeur de cigarette flottait dans l'air, signe qu'ils faisaient une pause pour se regrouper. La voix de maman résonnait dans les arbres, pas paniquée, juste agacée, comme si on la retardait dans un rendez-vous important. Jusqu'au bout, elle traitait tout ça comme une simple transaction, alors qu'on se retrouvait à saigner et à grelotter dans la nuit. Je serrais la flèche dans ma main, comme si elle pouvait vraiment faire une différence. J'ai montré à Arabella comment la tenir, pointe en avant, au cas où. Elle tremblait de froid et de peur, mais elle ne l'a pas lâchée. Il nous restait peut-être 2 heures avant le lever du jour, si on tenait jusque-là. 2 heures pour garder de l'avance sur 5 hommes prêts à tout pour nous attraper, et une femme pour qui nous n'étions que des marchandises. Les chances étaient minces, mais j'avais déjà survécu à pire. Cette fois, la vraie différence, c'est que je n'étais plus seule. J'ai éteint le téléphone pour économiser le peu de batterie qui restait, puis j'ai montré à Arabella le ponceau qui passait sous l'ancienne route forestière, à environ 800 mètres plus au nord. Le tunnel de béton nous abriterait des caméras et nous permettrait d'avancer sans être vus. Elle a acquiescé d'un signe de tête et on s'est faufilé à travers les broussailles, accroupis, en profitant des grandes fougères pour nous cacher. Mes pieds connaissaient chaque racine, chaque pierre du chemin, à force de répéter les parcours avec maman en plein jour. On était à une 50aine de mètres du ponceau quand j'ai entendu des branches cassées à notre gauche, tout près. Quelqu'un fonçait droit sur nous. Un chasseur armé d'un couteau a surgi, le visage rouge et haletant de sa course. J'ai ramassé une poignée de boue détrempée et lui ai lancé en plein visage avant qu'il ait le temps de réagir. Il a juré, reculé, cherchant à s'essuyer les yeux, et je l'ai poussé de toutes mes forces vers le champ de pieux que j'avais préparé plus tôt dans la journée. Son élan l'a projeté en arrière, il a basculé sur les pieux taillés, poussant un cri déchirant. Ils lui ont traversé la cuisse et l'épaule, profondément mais sans toucher d'organe vital. Le sang s'est répandu sur son pantalon et sa veste, mais il respirait encore et bougeait. J'ai attrapé Arabella par le poignet pour qu'elle voie la couleur de sa peau et la façon dont il respirait. Son visage blêmissait, son souffle devenait rapide et superficiel, tous les signes du choc, comme maman me l'avait appris après la crise cardiaque du banquier lors de la 11e chasse. J'ai montré à Arabella comment prendre le pouls dans le cou pour qu'elle sache reconnaître un choc, savoir si quelqu'un est en train de mourir ou juste blessé. On l'a laissé là,
conscient mais coincé, son couteau perdu quelque part dans les feuilles, hors de portée. J'ai trébuché sur une racine cachée sous les feuilles mouillées et ma cheville s'est tordue violemment. Une douleur aiguë a remonté toute ma jambe, comme si un tison ardent s'y enfonçait. J'ai essayé de prendre appui, je pouvais marcher, mais courir allait devenir un véritable calvaire. J'ai arraché d'autres bandes au bas de ma robe blanche pour serrer ma cheville du mieux possible. La pression m'aidait, mais chaque pas m'infligeait une nouvelle décharge qui remontait jusqu'aux genoux. J'ai sorti la corde glissée à ma ceinture pour l'enrouler autour de la flèche que j'avais récupérée plus tôt dans l'arbre. J'ai bien serré la corde à une trentaine de centimètres de la pointe, fait un nœud solide, puis testé l'ensemble. Ce n'était pas particulièrement élégant, mais au moins j'avais maintenant de quoi maintenir nos poursuivants à distance. La pointe était toujours aussi affûtée, et c'était bien tout ce qui comptait pour ce qui nous attendait. Au loin, une sirène s'est fait entendre, à 1 ou 2 kilomètres peut-être. Pompiers, secours, ou même la police si quelqu'un avait vu mon message. Mon cœur s'est serré, partagé entre l'espoir et l'angoisse. Même si de l'aide arrivait, rien ne disait qu'elle serait là à temps. Le bruit de la sirène restait constant, ni plus proche ni plus lointain, comme si le véhicule s'était arrêté quelque part. Le klaxon de maman a retenti, 3 brefs signaux suivis de 2 plus longs. Je connaissais ce code par cœur, après tous ces entraînements où elle utilisait ces signaux pour me faire changer de direction. 3 courts, 2 longs. Ça voulait dire foncer à l'est, là où la clôture est la plus basse. Mais nous, on est parti vers l'ouest à la place, profitant de son propre système contre elle, et plongeant dans la partie la plus touffue de la forêt. Elle pensait que je suivrais toujours ses signaux, comme d'habitude. J'ai arraché un autre bout de la robe blanche et repéré une branche basse, bien en vue de l'endroit où je savais que Trevor aimait s'installer. Il choisissait toujours un poste en hauteur, histoire de bien surveiller les environs, en vrai chasseur et non en simple amateur avec une arme. J'ai accroché le tissu de façon à ce qu'il prenne la lumière et ondule dans le vent. Moins de 10 secondes plus tard, une flèche est venue se planter dans l'arbre, pile à l'endroit où était le tissu. Les jurons de Trevor ont résonné dans les branches. Il venait de gaspiller une flèche pour rien, et il le savait. J'ai fait le compte dans ma tête, repensant au carquois que je lui avais vu tout à l'heure. 6 flèches, c'est généralement ce qu'on emmène pour la chasse à l'arc à poulie, et c'était déjà la 3e qu'il utilisait cette nuit. Il lui en restait 3, sauf s'il avait pris une réserve. Mais la plupart du temps, les gens n'en prévoient pas, persuadés que la cible sera facile. Sa voix montait, de plus en plus furieuse, il nous traitait de tous les noms possibles. Je préfère ne pas les répéter, tout en cherchant à récupérer sa flèche perdue. Quelque chose clochait dans toute cette histoire. La mère qui joue avec des signaux sonores, mais croit vraiment que je vais tomber dans le panneau après toutes ces années. Et puis le fait de savoir exactement où Trevor aime se poster, rien n'était laissé au hasard. Une pluie fine a commencé à traverser les branches. Des gouttes glacées qui collaient nos vêtements trempés à la peau. La température tombait en flèches, et je voyais déjà les lèvres d'Arabella devenir bleues sous la faible clarté de la lune qui filtrait entre les nuages. Tout son corps tremblait, et ce n'était plus seulement de la peur. L'hypothermie nous achèverait aussi sûrement qu'une flèche, si on ne trouvait pas vite un abri ou une source de chaleur. La pluie rendait tout glissant et la visibilité était mauvaise, mais au moins elle couvrait un peu le bruit de nos déplacements. Chaque nuage a son rayon d'espoir, disait toujours maman, même si en général ça annonçait plutôt une mauvaise nouvelle. J'ai serré Arabella contre moi et je lui ai fait copier mes mouvements. Des jumping jacks silencieux pour faire circuler le sang. Ça me lançait à la cheville, mais mieux valait avoir mal que de finir gelée. J'ai passé mes bras autour d'elle, la gardant collée à moi, alors qu'on frissonnait toutes les deux, essayant de partager la maigre chaleur qu'il nous restait. L'abri de jardin se trouvait à une 50aine de mètres à travers les arbres, et je savais que le cadenas était déjà cassé, je l'avais vérifié ce matin pendant la tournée de maman. On a avancé ensemble dans la boue et les feuilles détrempées, nos pieds nus faisant des bruits de succion étouffés par la pluie. La porte a grincé en s'ouvrant et, à l'intérieur, j'ai remis la main sur la boîte que j'avais repérée plus tôt, contenant des cartes SD de secours pour les caméras, ainsi qu'une enveloppe bien garnie de $300 en petites coupures, la caisse de maman. J'ai tout glissé dans ce qui restait de la poche de ma robe pendant qu'Arabella se collait contre le mur. À travers les interstices du bois, j'ai vu Trevor s'approcher, lentement, prudemment, l'arc bandé, balayant les arbres du regard selon un schéma qui allait le faire passer juste devant nous. On a retenu notre souffle, écrasé contre le mur du fond, mon cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait l'entendre. 30 secondes qui ont semblé durer une éternité, puis il a fini par s'éloigner vers le ruisseau. En sortant de l'abri, je me suis rappelé la plante dont maman m'avait parlé pendant un de ses entraînements, celle qui provoquait des démangeaisons insupportables si on touchait ses feuilles. J'ai repéré un carré qui poussait non loin du sentier, j'ai broyé des poignées de feuilles entre 2 pierres, et j'ai étalé la pâte verte en travers du passage étroit, là où les chasseurs passaient habituellement. Un claquement métallique a retenti dans la forêt, suivi de cris à glacer le sang. Je savais que ça voulait dire que quelqu'un venait de tomber sur le vieux piège à ours que j'avais réarmé près de la limite sud. Au milieu des hurlements, j'ai entendu un objet en plastique heurter des pierres, rebondir et rouler. Un talkie-walkie bon marché était tombé à une 20aine de mètres à peine, et je l'ai attrapé avant que quiconque ne le voie. La voix de maman est passée, limpide et glaciale, ordonnant de déplacer le 4x4 pour bloquer la sortie nord, coordonnant les positions comme si elle dirigeait une opération militaire, alors qu'elle n'était sûrement qu'à une 100aine de mètres, vu la façon dont sa voix résonnait entre les arbres. J'ai appuyé sur le bouton et prononcé 5 mots, distinctement, à l'aide. Enfants, hommes armés chasse.
Puis j'ai lancé la radio de toutes mes forces dans la direction opposée à la nôtre, l'entendant rebondir entre les branches avant de heurter quelque chose de massif. Les pas de Trevor ont aussitôt changé de direction. Il s'est précipité vers l'endroit où la radio avait atterri, tout en alertant les autres qu'il avait entendu du bruit. On a profité de la diversion pour se glisser par la brèche qu'ils venaient de laisser dans leur dispositif, baissé, filant vers l'ancienne piste forestière. Le conduit qui passait en dessous représentait notre meilleure chance de franchir la ligne sans être repérés, même s'il était à moitié inondé par toute cette pluie. Nous nous sommes allongés sur le ventre et avons commencé à ramper, le béton râpant nos coudes et nos genoux, dans une obscurité si dense que je ne distinguais même pas ma main à quelques centimètres de mon visage. Arabella s'est mise à respirer trop vite, poussant de petits gémissements qui trahissaient sa panique imminente. J'ai dû stopper notre progression dans ce tunnel noir, l'eau traversant ce qui restait de nos vêtements, et j'ai commencé à compter lentement à voix haute, de 1 à 10, encore et encore, pour qu'elle essaie de caler sa respiration sur la mienne. Si elle perdait son sang-froid et se mettait à hurler, on était fichus. Alors j'ai gardé une voix la plus posée possible, même si j'avais l'impression que ma poitrine allait éclater. Compter lui a permis de se calmer, et au bout d'une minute, sa respiration est redevenue assez régulière pour qu'on puisse continuer d'avancer dans le tuyau. Mes doigts étaient si engourdis que je ne sentais presque plus le béton, mais j'ai continué à nous entraîner à travers l'eau et la boue. À l'autre extrémité du conduit, on a débouché dans des broussailles épaisses de l'autre côté de la piste, et on s'est péniblement hissé dehors, couverte de boue, tremblante au point que j'avais du mal à tenir debout. À travers les arbres, je voyais le balayage des faisceaux des lampes torches dans la forêt pendant que les chasseurs essayèrent de comprendre où nous avions disparu. Le coup du talkie nous avait fait gagner peut-être 5 minutes, mais ils comprendraient en vite que nous n'étions pas là où la radio était tombée. Ma cheville, tordue plus tôt, était enflée et me lançait à chaque pas, mais il était hors de question de s'arrêter. S'arrêter, c'était signer notre arrêt de mort. Arabella restait collée à moi, calant son allure sur la mienne, et je voyais bien qu'elle était morte de peur. La pluie redoublait, emportant la boue de notre peau, mais rendant chaque pas plus glissant, plus incertain. Il nous fallait absolument trouver une meilleure cachette avant qu'ils ne réalisent qu'on avait franchi leur périmètre et qu'ils élargissent leurs recherches. Les arbres devenaient plus serrés, offrant davantage de recoins où se dissimuler, mais compliquant chaque mouvement. J'entendais la voix de maman au téléphone, parler de retard, de complications et de clients impatients. L'écouter évoquer notre mort avec son ton froid d'affaire me donnait la nausée. Mais j'ai ravalé mon angoisse et continué à entraîner Arabella dans la nuit. C'est là que la clôture est apparue, entre les troncs, et mon cœur s'est serré en apercevant la caméra fixée sur le poteau du portail, son voyant rouge clignotant dans l'obscurité. C'était la seule caméra que je n'avais pas pu désactiver ce matin-là, trop haute et trop visible depuis la place habituelle de maman. La chaîne qui enroulait le portail semblait solide, mais la clôture elle-même n'était qu'un grillage, peut-être plus simple à découper. J'ai sorti les lames de cutter que j'avais scotchées ensemble plus tôt et me suis mise à scier un fil de fer près du sol, à l'endroit où nous pourrions nous glisser. Chaque fil prenait un temps fou à couper et grinçait horriblement, un vacarme assourdissant dans le silence des bois. Mes mains étaient crispées à force de serrer mon outil de fortune et le sang commençait à couler là où le ruban s'arrachait. Arabella montait la garde pendant que je m'acharnais, fil après fil, en les comptant pour savoir combien il en restait avant de pouvoir passer. Il devait en rester une dizaine à couper pour élargir suffisamment le passage, quand soudain des phares ont illuminé notre position par derrière. Le 4x4 de maman est arrivé à toute allure sur la voie d'accès, un projecteur balayant la clôture. On s'est jeté à plat ventre dans les feuilles détrempées et on a rampé en arrière vers les broussailles, aussi vite que possible. Le projecteur s'est arrêté pile à l'endroit où je travaillais et j'ai entendu la portière claquer alors que maman descendait pour inspecter la clôture. Mes doigts ont retrouvé la petite boîte en fer que j'avais planquée sous une bûche ce matin-là et j'ai bataillé avec les allumettes de l'abri tandis qu'Arabella se plaquait contre un tronc. Les aiguilles de pain sèche se sont embrasées dès que j'ai craqué l'allumette, mais les branches mouillées ajoutées n'ont produit qu'une épaisse fumée grise, sans flamme. La fumée a dérivé vers la clôture et maman s'est mise à tousser en reculant, pendant que j'attrapais la main d'Arabella pour nous éloigner encore plus dans les bois. En dévalant une pente boueuse, ma cheville blessée a fini par céder complètement, se tordant sur le côté dans un craquement écœurant. J'ai dû mordre ma lèvre pour ne pas hurler, sentant le goût du sang et une brûlure fulgurante remonter tout mon membre. Arabella a tenté de m'aider à me relever, mais elle n'en avait pas la force, et on a fini toutes les deux au fond du ravin. La voix de Trevor s'est alors élevée au-dessus de nous, calme, posée, comme s'il négociait un contrat plutôt que notre sort. 10 000 de plus si je peux faire ça proprement, a-t-il lancé. Pas de souffrance, juste rapidement, c'est tout. Sa voix, froide et mécanique, rendait la scène encore plus terrifiante qu'un accès de violence. Je l'entendais longer le bord du ravin à la recherche d'un passage, tandis que je serrais dans ma main la lance de fortune que j'avais bricolée plus tôt. Des branches mortes formaient un écran naturel au-dessus de nous, et quand Trevor s'est penché pour scruter à travers un interstice, j'ai planté la pointe de la flèche de toutes mes forces dans sa cuisse. Il a reculé d'un bond en lâchant une série de jurons que je n'avais jamais entendus, et j'ai retiré l'arme, voyant son sang sombre sur la pointe.
bien réel dans la pénombre. C'est à ce moment-là que les sirènes ont retenti, cette fois sans équivoque. Plusieurs véhicules se rapprochaient à vive allure, leurs gyrophares rouges et bleus perçant à travers les arbres, à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau, mais venant droit sur nous. La voix de maman a grésillé dans la radio qu'elle avait récupérée à un chasseur, débitant à toute vitesse des instructions à propos des caméras, des livres et de la coordination. « Il faut qu'on ait la même version avant qu'ils arrivent », disait-elle. Mais j'ai saisi la radio qu'on avait trouvée plus tôt et j'ai appuyé sur le bouton. « On a les cartes SD et les reçus de ton coffre », ai-je déclaré. Le silence qui a suivi m'a tout dit. Elle n'aurait jamais imaginé que je puisse rassembler des preuves en pleine fuite. Une bouffée de chaleur et de lumière a jailli de la pente au-dessus de nous, maman déversant un liquide inflammable avant d'y mettre le feu. La pluie empêchait les flammes de se propager, mais le brasier était suffisant pour illuminer les deux côtés du ravin comme en plein jour. Dans la lumière orangée, j'ai aperçu Trevor qui boitait vers nous sur la gauche, traînant péniblement sa jambe blessée tout en gardant son arc tendu, une flèche prête à partir. J'essayais de comprendre comment elle avait pu découper un grillage avec de simples lames de cutter scotchées ensemble. Ce métal devait être incroyablement dur à entailler. Avait-elle déjà répété ce geste avant, ou était-ce un pur coup d'impro? Le feu avançait comme pour nous repousser vers lui et les autres chasseurs, qui devaient refermer leur piège autour de nous. Arabella tremblait contre moi. Je sentais mes propres forces m'abandonner. Mais les sirènes se rapprochaient, les lumières clignotèrent de plus en plus fort, et il ne nous restait qu'à tenir bon, juste un instant de plus. J'ai aidé Arabella à grimper de l'autre côté du ravin, pendant que Trevor tentait de viser à travers la fumée et les flammes. À chaque pas, ma cheville me lançait atrocement, mais je nous ai poussés vers ces lumières éclatantes qui, cette fois, voulaient peut-être vraiment dire qu'on venait à notre secours. J'avais toujours sur moi un bout de ma robe blanche en lambeaux. Je l'ai sorti, et debout derrière des branches mortes, je l'ai brandi bien haut pour attirer l'attention des gyrophares. Mes jambes tremblaient à tel point que je tenais à peine debout, mais je faisais des signes avec ce chiffon sale comme si ma vie en dépendait. C'était le cas. Arabella m'a serré la main de toutes ses forces, et on est resté là, à découvert, attendant de voir si Trevor ou un autre allait nous abattre d'une flèche avant que les policiers comprennent enfin la situation. Les lumières se sont rapprochées, j'ai entendu des portières claquer, puis des voix, des vraies, celles de l'autorité. Pas des chasseurs imbibés, ni le ton commercial de ma mère, mais des policiers qui posèrent des questions. À travers les arbres, j'apercevais des uniformes près de la grille principale, là où maman se tenait déjà, débitant son discours professionnel, inventant une histoire d'intrus sur sa propriété et de caméras dégradées. Mais son récit s'effritait, sa voix trahissait sa nervosité, et les adjoints n'étaient pas dupes. L'un d'eux jetait des regards derrière elle, vers les bois d'où montait encore la fumée de l'incendie qu'elle avait allumé. Un autre inspectait le 4x4 dont le projecteur restait braqué sur la clôture. Arabella et moi avons continué d'avancer, nos robes déchirées, les pieds en sang, les bras couverts de coupures qui racontaient une toute autre histoire que celle de maman. On est arrivé au grillage pile au moment où l'un des adjoints nous a aperçus. Il s'est raidi, a porté la main à sa radio et ordonné à tout le monde de s'arrêter et de déposer les armes sur le champ. Sa voix autoritaire m'a coupé les jambes. Il m'a fallu m'accrocher au grillage pour ne pas flancher. « On est des enfants !» j'ai crié à travers le grillage. « Ils nous chassent avec des armes. Ils sont 5. » Le visage du policier a quitté la stupeur pour la détermination en une fraction de seconde. Il demandait déjà du renfort pendant qu'un autre s'avançait vers la grille. Maman a tenté de lui barrer le passage, mais il l'a contourné pour s'attaquer au cadenas alors qu'elle continuait de parler de propriété privée et de malentendus. 2 adjoints ont franchi la clôture. Un est resté avec nous, s'assurant qu'on n'avait pas besoin de soins urgents tout en gardant un œil sur la lisière de la forêt. En quelques minutes, ils ont arrêté l'homme du piège à ours, la jambe entourée d'une chemise pour stopper l'hémorragie, qui répétait qu'il voulait un avocat. Trevor, voyant les policiers arriver, a tenté de s'enfuir, mais sa blessure à la cuisse l'a vite ralenti. Ils l'ont intercepté avant qu'il ne fasse 20 mètres. Tout est devenu un chaos organisé, les radios grésillaient, d'autres sirènes retentissaient, on énonçait leurs droits aux chasseurs tandis que maman restait plantée là, son téléphone collé à l'oreille, cherchant désespérément quelqu'un à joindre. Une autre voiture s'est arrêtée, un homme plus âgé en costume en est descendu, traversant le tumulte comme s'il avait déjà vécu ça 1000 fois. « Inspecteur McManus », s'est-il présenté, avant de prendre les choses en main pendant que les autres s'effaçaient. Il a tout de suite appelé les ambulances, puis s'est penché sur nous pour poser des questions simples sur nos blessures, notant ses observations dans un petit carnet. Une autre voiture est arrivée, une femme en est descendue, plus jeune que maman mais avec la même assurance professionnelle, à ceci près que ses yeux étaient d'une douceur inattendue. Elle s'est présentée, Aisling Moreau, des services de protection de l'enfance, et a promis de rester à nos côtés pour la suite, quoi que cela implique. Sa main sur mon épaule a été la première chose rassurante que j'ai ressentie depuis si longtemps, et c'est à ce moment-là seulement que j'ai éclaté en sanglots, pas les pleurs de panique du début, mais de vraies larmes. Le trajet en ambulance n'a été qu'une succession de questions, de brassards de tension et de soins apportés à nos blessures. Quelqu'un nettoyait mes pieds pendant qu'Arabella me broyait la main. J'ai cru qu'elle allait me casser les doigts. À l'hôpital, on a photographié chacune de nos blessures, notant les raflures sur mon épaule,
ma cheville foulée, toutes les coupures et les bleus, tout en les soignant avec un soin infini. Personne ne nous a demandé pourquoi on n'avait jamais parlé, ni comment tout ça avait pu arriver, ni aucune de ces questions que je redoutais tant. On s'est simplement occupé de nous, tout a été consigné, et ils ont veillé à ce qu'on soit enfin en sécurité. J'ai sorti de ma cachette, bien planquée sous mes vêtements, les 3 cartes SD que j'ai remises au lieutenant McManus avec l'enveloppe de billets trouvée dans la cabane. Puis j'ai demandé une feuille, et je lui ai dessiné de mémoire le plan exact des caméras, les emplacements, pendant qu'il m'observait d'un air impénétrable. Il a appelé tout de suite depuis la chambre d'hôpital pour faire récupérer le système d'enregistrement avant que quiconque ne puisse y toucher ou tout effacer. On a amené maman pendant que je passais une radio de la cheville, mais je l'entendais de l'autre côté du mur, exiger un avocat, refuser de répondre. Quand on l'a fait passer menotter devant ma chambre, je croyais ressentir un choc, de la satisfaction, du soulagement ou même de la colère. Mais au fond, tout ce que je ressentais, c'était le vide et une immense fatigue, comme si j'avais couru des années et que je pouvais enfin m'arrêter. Le lieutenant est revenu pour m'annoncer qu'ils avaient assez de preuves pour la garder sous les verrous sans caution et que les autres chasseurs étaient tous sous surveillance, certains à l'hôpital pour des soins, d'autres déjà au commissariat. Il a assuré qu'il y aurait d'autres questions plus tard, mais que pour l'instant, nous étions en sécurité et c'était tout ce qui importait. Aisling était resté à nos côtés tout du long, expliquant qu'on allait nous trouver un endroit sûr pour vivre et qu'on n'aurait pas à retourner à notre ancienne vie. Elle a sorti un dossier, s'est installée près de moi et a commencé à m'expliquer comment tout allait se passer, me montrant des papiers sur le placement d'urgence, pendant qu'Arabella, assise à côté de moi, me serrait la main. Aisling a dit qu'il faudrait nous séparer au début, c'était pour notre sécurité, mais j'ai insisté, expliquant qu'Arabella devait sentir qu'elle n'était pas abandonnée. Après 20 minutes à discuter, Aisling a passé quelques coups de fil et a finalement obtenu qu'on puisse se voir 2 fois par semaine sous surveillance. L'infirmière est revenue examiner ma cheville, et par la fenêtre, j'ai vu arriver les camions des chaînes d'infos. Les journalistes se massaient déjà devant, comme des vautours. Le lieutenant McManus est allé leur parler lui-même. Je l'ai vu indiquer la sortie du parking tout en s'adressant aux caméras. Ils ont reculé leur voiture, mais continuaient à filmer de l'autre côté de la rue. Aisling nous a rassurés. Nos noms et nos visages ne pourraient pas être montrés à la télé, puisqu'on était mineurs. 3 jours plus tard, ils ont organisé la comparution de maman devant le juge, qui a fixé sa caution à 2 millions de dollars, une somme qu'elle ne pourrait jamais réunir. Le même après-midi, Trevor s'est fait arrêter dans une clinique, alors qu'il tentait de se faire soigner la jambe sans attirer l'attention. L'infirmière avait reconnu son visage à la télé et a aussitôt prévenu la police. Peu à peu, les autres chasseurs se sont mis à négocier avec le procureur, chacun essayant de sauver sa peau en dénonçant les autres. Le lieutenant McManus m'a emmené dans une petite salle au commissariat, où j'ai tout raconté, avec Aisling à mes côtés. Je me suis tenue aux faits, aux lieux, aux horaires, sans jamais donner mon avis ou parler de ce que je ressentais, juste les événements, froidement. Le lieutenant hochait la tête et prenait des notes, surtout quand je lui montrais les preuves que j'avais rassemblées. Il m'a dit que les cartes SD et mon plan des caméras seraient des éléments essentiels pour l'enquête. 2 mois se sont écoulés lentement, rythmés par les auditions, les réunions et les nouvelles déclarations, jusqu'à ce que l'avocat de maman la persuade finalement d'accepter un accord. 15 ans minimum de prison fédérale, sans jamais pouvoir approcher d'enfants. Trevor a pris 8 ans pour agression armée, les autres écopaient entre 3 et 6 ans chacun, selon ce qu'ils avaient accepté. J'ai été placée chez un couple âgé, habitué de l'accueil depuis 20 ans. Ils m'ont laissé ma propre chambre, sans jamais chercher à m'obliger à parler. La femme m'a montré où tout se trouvait et m'a dit que je pouvais me servir quand je voulais. Arabella, elle, avait été envoyée dans un établissement spécialisé, à 2 départements d'ici, mais on avait nos 2 appels vidéo par semaine comme promis. Elle apprenait l'anglais à une vitesse folle et demandait sans cesse quand on pourrait enfin se voir pour de vrai. 6 mois après cette nuit dans les bois, je préparais le bac et je voyais une psychologue qui savait vraiment comment s'y prendre. Tous les matins, je courais mes 5 kilomètres avec de vraies baskets, sur des trottoirs où personne ne me pourchassait. Les cauchemars persistèrent la plupart des nuits, mais avec la thérapeute, j'apprenais à ne plus paniquer. Mon père d'accueil m'avait aménagé un petit atelier dans le garage pour que je puisse bricoler quand j'avais besoin de calmer mon esprit. 9 mois après, je n'étais pas guérie d'un coup de baguette magique. Le traumatisme ne s'efface pas comme ça, mais j'étais en sécurité, libre, et j'essayais de construire quelque chose qui ressemblait à un avenir. Arabella et moi avions prévu de nous retrouver le mois prochain, dans un centre de visite surveillé à mi-chemin. Sa famille d'accueil lui apprenait à cuisiner et elle voulait me préparer un plat spécial. J'économisais de quoi lui offrir du matériel à dessin, car elle passait son temps à croquer tout ce qu'elle voyait. Le procureur nous a dit que le procès pour la traite prendrait encore au moins 1 an, mais que je ne serais pas obligée de témoigner à moins d'en avoir envie. Maman avait tout perdu. La maison, les voitures, les comptes bancaires, tout était bloqué pour indemniser les victimes. Un journaliste avait tenté d'écrire un livre sur l'affaire, mais le juge a mis un terme à tout ça très vite. Ma routine, c'était de continuer à courir tous les matins, à voir la psy chaque semaine, à faire mes devoirs tous les jours. Je me suis parfois demandé pourquoi le lieutenant prenait les choses en main aussi vite, sans poser de questions sur la juridiction ou le fonctionnement de toute cette organisation de chasse. Le fait que tout le monde accepte notre version sans discuter me fait me demander quelles preuves ils avaient déjà et dont on n'a jamais entendu parler. Avancer, petit à petit, sans rien d'extraordinaire, juste des choses normales qui, après tout ça, prenaient un air immense.
Ma psy disait que la guérison n'était jamais une ligne droite et qu'il y aurait forcément des jours plus difficiles. C'est vrai, mais les mauvais jours pesaient moins lourds et les bons se faisaient plus nombreux. Demain, j'avais un bac blanc et un entretien dans un magasin de bricolage. Rien d'exceptionnel, mais ces banalités me donnaient parfois envie de pleurer de soulagement. Arabella devait m'appeler demain soir. On parlerait de sa nouvelle école, de mes temps de course, de tout sauf de ce qui nous avait réunis. Petit à petit, on se fabriquait de nouvelles histoires, plus belles, plus rassurantes, même si on n'oublierait jamais complètement les anciennes. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, d'avoir creusé toutes ces questions ensemble aujourd'hui. J'aime vraiment réfléchir avec toi à tout ce qui nous passe par la tête. J'ai hâte de partager encore plus de curiosité avec toi très vite. Si tu es encore là, laisse-moi un commentaire. J'adore lire chacun de vos messages.